Bonjour, on vous propose un nouveau thème d'auto-apprentissage traitant un sujet capital s'intégrant dans la formation pratique de tout clinicien et qui est intitulé les brûlures. Ce thème sera subdivisé en différents modules, dont le premier sera consacré à la prise en charge en urgence des brûlures. Après cette phase préhospitalière, le patient sera acheminé dans un centre spécialisé et où l'indication d'admission est fonction de la surface, de la profondeur des lésions, du siège des lésions, du mécanisme de la brûlure, de la notion du traumatisme associé et du terrain. En milieu hospitalier, la prise en charge comporte deux volets, un volet médical de réanimation et un volet chirurgical. Pour le traitement médical, il faut compléter le conditionnement du patient. Il faut mettre en place une sonde urinaire. Ce geste doit être fait précocement en cas de brûlure du milieu urinaire avant l'apparition de l'œdème. Il faut assurer une bonne oxygénation du patient, voire même une intubation s'il n'a pas été encore faite, et il faut assurer le monitorage du patient. Le remplissage déjà entamé sera poursuivi. La quantité à perfuser sera calculée en fonction de la surface cutanée brûlée, selon la formule de Parkland, et le remplissage se fait exclusivement par des cristalloïdes. Cependant, dans la règle d'Evans, le calcul, outre la surface cutanée brûlée, prend en considération les besoins quotidiens estimés à 30 cc par kilo de G5. La diurèse est le meilleur témoin d'une perfusion adéquate de l'ensemble de l'organisme. Le but chez l'adulte est d'adapter le remplissage de manière à obtenir 0,5 cc par kilo par heure. Chez l'enfant, la diurèse doit être plus importante, de 1 à 1,5 cc par kilo par heure. Notez bien que le remplissage dans la formule d'Evans se fait à moitié-moitié par des colloïdes et des cristalloïdes. Autre chose, dans les deux cas, c'est-à-dire que ce soit pour la règle de Parkland ou la règle d'Evans, les solutés de remplissage seront adaptés en fonction de l'équilibre acido-basique et des paramètres cliniques de surveillance, c'est-à-dire que parfois on est amené à faire un remplissage initial par des colloïdes si la tension artérielle est basse, et ou par des solutés de bicarbonate de sodium si on a une acidose associée. Des mesures associées sont indiquées telles qu'une nutrition entérale à débit contenu, débitée dès la 8e heure de manière à prévenir toute ischémie digestive, ceci bien entendu pour les brûlés conscients, une anticoagulation préventive, une prévention antititanique, une analgésie. Notez bien qu'au cours de la prise en charge d'un brûlé, le traitement de la douleur est un traitement de fond.
Parfois, on aura besoin de quelques doses supplémentaires dans les suites d'une séance de décapage. Cependant, le recours aux antibiotiques reste exceptionnel et ne concerne que le patient présentant des brûlures avec souillure tellurique, brûlures associées à des fractures ouvertes ou en cas d'incision de décharge ou d'aponevrotomie. Le premier germe transitaire sera le streptocoque bêta-hémolytique. Après avoir stabilisé le patient, il sera acheminé au bloc opératoire où il va bénéficier d'un lavage et d'un parage des différentes lésions. Cette étape consiste à réaliser le nettoyage des surfaces brûlées et la détertion des flictènes. Cette phase doit aussi être la plus propre possible dans des conditions de sepsie chirurgicale. Le premier geste est la réalisation des couvillonnages multiples au niveau des brûlures et des orifices naturels pour établir la cartographie bactérienne initiale qui sera ultérieurement le guide pour une éventuelle antibiothérapie. Le brûlé est ensuite débarrassé de toutes les souilles, débris telluriques et vêtements brûlés. L'ensemble de la surface cutanée est nettoyé à l'aide d'une solution antiseptique. Si les brûlures atteignent la face et le scalp, il est nécessaire de raser le patient. Toutes les flictènes sont reséquées avec des ciseaux fins et après ce parage, il est alors possible de réaliser une première schématisation des brûlures. Le pansement fait appel à des topiques anti-infectieux type flamazine ou flamacérium. Ces pansements occlusifs ont pour but de prévenir l'infection et de diminuer les pertes hydroélectrolytiques et caloriques au niveau des zones brûlées. Il faut garder dans l'esprit que le but de ce pansement est de garder un milieu humide, quel que soit le topique utilisé. Certains gestes chirurgicaux initiaux peuvent s'avérer nécessaires, à savoir une trachéotomie, des incisions de décharge ou même des aponevrotomies de décharge et les blépharoraphies de protection oculaire. Concernant les incisions de décharge, elles ne concernent que l'épaisseur de la peau jusqu'au fascia et doivent respecter les aponevroses sous-jacentes. Par contre, l'aponevrotomie consiste à ouvrir l'aponevrose musculaire. En fait, au niveau des membres, les brûlures circulaires profondes créent un effet de garrot et l'œdème sous-jacent entraîne alors une augmentation rapide de la pression dans les loges musculaires avec une interruption des flux vasculaires. Au niveau cervical, le carcan cutané comprime le larynx et la partie haute de la trachée ainsi que l'axe vasculaire jugulo-carotidien, ce qui peut entraîner un œdème de l'extrémité céphalique important avec un gêne à la respiration. Au niveau du tronc, les brûlures profondes limitent l'ampliation thoracique et entraînent des troubles de la mécanique ventilatoire. Ainsi, la réalisation rapide d'incisions de décharge lève l'effet de garrot et permet l'expansion cutanée et la libération des structures sous-jacentes. Leurs indications doivent donc être larges. Les incisions de décharge sont réalisées de façon prophylactique dès la prise en charge initiale du brûlé, avant que n'apparaissent les signes de compression sous-jacente.
Les incisions doivent être parallèles à l'axe des membres, du cou ou du tronc pour ouvrir le garrot cutané. Il est préférable de progresser depuis la racine du membre vers la distalité pour faciliter le drainage des veines turgescentes. Des incisions transversales complémentaires au niveau des plis de flexion du coude et du genou permettent de compléter la libération des axes vasculaires. En réalisant ces incisions, il faut faire attention aux dangers anatomiques tels que la lésion des rameaux mentonniers des nerfs faciaux, de la veine céphalique ou des réseaux veineux du membre inférieur, ainsi que les nerfs saphènes externes et saphènes internes. Les incisions de décharge peuvent être pratiquées en dehors du bloc opératoire, dans la salle de déchocage ou dans la salle d'urgence, à condition qu'un minimum de matériel soit disponible. L'hémostase doit être draconienne. L'efficacité immédiate de l'incision de décompression s'apprécie sur l'excitation du liquide interstitiel dans l'incision, la réapparition des peaux distaux et capillaires des membres et la recoloration des tissus non brûlés, et une meilleure efficacité respiratoire après libération cervicale ou thoracique. Il faut faire attention car il peut y avoir une apparition d'un syndrome de la levée du garrot qui est la conséquence d'une décompression trop tardive au stade d'ischémie irréversible et relève de la réanimation médicale. D'ici coule l'intérêt de la réalisation à titre prophylactique des incisions de décharge. Les blépharographies, c'est un geste chirurgical simple qui consiste à suturer les bords libres des paupières supérieures et inférieures. Ceci va permettre une occlusion temporaire de la fente palpébrale pour protéger la cornée sous-jacente. Cette technique est réalisée chaque fois qu'on est devant une brûlure de la face avec une exposition de la cornée. Et il est réellement efficace à condition d'être réalisé précocement au cours des 3 ou 4 premiers jours. Des soins oculaires seront nécessaires et qui ont pour but la prévention de l'infection et ils reposent sur l'instillation de solutions pour lavage oculaire et de topiques antiseptiques 5 ou 6 fois par jour, en écartant délicatement la portion interne des paupières. En conclusion, on peut dire que les problèmes hémodynamiques dominent la phase initiale de la brûlure. La lutte contre l'hypothermie demeure l'objectif prioritaire. Un remplissage précoce et adéquat ainsi que la prise en charge vigilante des lésions associées permettront à des patients même très gravement brûlés de franchir avec succès cette étape difficile et de pouvoir bénéficier ultérieurement des nouvelles techniques de recouvrement cutané. Ces nouvelles perspectives thérapeutiques et leurs résultats encourageants imposent une prise en charge initiale rigoureuse, efficace, et ce, quelle que soit la gravité du tableau présenté lors des premiers secours. On arrive ainsi à la fin de ce premier module consacré à la prise en charge initiale des brûlures et je vous remercie pour votre attention.